Je commence par remercier les collègues qui m'ont fourni des documents récents et fort intéressants et qui changent la perspective. Je procéderai en 3 étapes. J'ai groupé les pathologies mentales en celles qui font une égalité entre hommes et femmes, celles pour lesquelles il y a une majorité de femmes, et le cas de l'autisme où il y a une grosse majorité de garçons. Quelques avertissements préliminaires. Je ne fais pas de la psychologie ici, je fais de la psychiatrie, c'est-à-dire je parle médecine. Deuxièmement, le fait qu'il y ait en prison, sur la surface de la Terre, 15 hommes pour une femme, ne signifie pas qu'il y a plus de malades mentaux chez les hommes, même s'il y a quelques malades mentaux dans les prisons. Ensuite, il y a une fameuse plaisanterie qui avait été reprise dans la revue Nature, disant qu'on fait de la recherche sur une souris de 8 mois, une souris mâle, pour apprendre des choses sur la façon de traiter les femmes de 55 ans avec des douleurs chroniques. C'est une stupidité, disait-on. C'est encore plus une stupidité s'il s'agit d'enfants. Il s'agit d'appliquer aux enfants les recettes qu'on donne aux adultes. Enfin, je préviens que les maladies mentales actuellement sont considérées comme des maladies résultant de facteurs génétiques, biologiques, de personnalité, d'environnement, de facteurs très complexes où le sexe a en réalité un poids très faible. D'où la difficulté que j'ai eue à préparer cette session. Bon. D'accord. Les troubles mentaux ou comportementaux qu'on apprend à diagnostiquer en psychiatrie sont répertoriés dans la classification internationale des maladies et plus récemment dans le DSM-5 que tout le monde dit exécré et qui cependant est très utile. Car la question du sexe de ces maladies mentales est, à chaque fois qu'on en nomme une, explicitement posée dans le DSM. Et il ressort de cette recherche que, dans l'ensemble, les maladies mentales sont assez équitablement réparties entre hommes et femmes. Ainsi, la schizophrénie, une maladie de l'espèce qui existe sur toute la surface de la Terre. La schizophrénie, dont la prévalence est de 7 pour 1000, alors, présente quelques différences qu'on peut juger un peu superficielles peut-être entre hommes et femmes. Elle commence un peu plus tôt chez l'homme, en moyenne, mais il n'y a pas de rebond, tandis que chez les femmes, ça commence un peu plus tard et il y a un rebond vers la cinquantaine. Mais ce n'est pas toujours vrai, ces petites différences ne se retrouvent pas toujours, et la dernière phrase du chapitre dans le DSM dit qu'il y a cependant des exceptions fréquentes à ces avertissements qui avertissent qu'il y a des petites différences. Le trouble bipolaire 1, nommé 1, c'est-à-dire le grand trouble bipolaire qu'on appelait jadis la psychose maniaco-dépressive, a une prévalence de 1,1 côté homme, 1 côté femme. C'est une petite différence, très petite. Il y a aussi dans cette maladie de petites différences de présentation. Les cycles féminins sont en moyenne un peu plus rapides et on voit des femmes rire et pleurer en même temps alors qu'habituellement les hommes séparent les deux. Les comorbidités sont aussi quelquefois différentes, c'est-à-dire qu'en même temps que leurs oscillations, les femmes tentent à avoir des troubles de l'alimentation. Mais dans l'ensemble, le trouble bipolaire, le grand trouble bipolaire est équitablement réparti. De même les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs,
Pathologie fréquente, prévalence 1 ou 2%. Il y en a certainement dans cette salle, il y en a partout. Là aussi, les présentations peuvent être différentes. Ainsi, une femme qui a un TOC va laver, faire la lessive tout le temps. L'homme ne fera pas la lessive. L'homme aura des pensées récurrentes, des pensées interdites, des mauvaises pensées, ou bien il aura des questions de symétrie dans la tête, obsédé par la symétrie. Ce sont des différences de présentation, mais comme le dit le DSM, tout autour de la Terre, les symptômes ont la même structure, le même type de symptômes, et on reconnaît le TOC pour peu que la personne se mette à en parler, ce qui est rare, on le reconnaît tout de suite. La seule chose qu'on peut signaler ici, c'est ce qui est dit à la fin. Ah, voilà, je l'ai trouvé. Il y a une histoire de péripartum, c'est-à-dire juste après l'accouchement, une femme qui a des obsessions, qui a des TOC, risque, par peur d'agresser l'enfant, ne pas s'occuper de l'enfant. Elle a une obsession qu'elle va lui faire du mal, et du coup, elle s'en tient éloignée. C'est une réaction qu'on trouve typiquement chez la femme. Mais ça nous mène à une autre question, qui est celle des facteurs... Décidément. C'est mon second groupe de pathologie, qui lui semble, à première vue, mal réparti. Anxiété, dépression, troubles de l'alimentation, c'est un peu plus des pathologies féminines que masculines. À quoi est-ce qu'on peut rattacher ça? Alors là, je vais faire une seconde de psychologie. Les hommes prennent plus de risques. Ils agissent de façon plus violente. Ils donnent des coups, éventuellement à leurs femmes. Ils ont plus d'accidents que les femmes et ils s'engagent plus souvent dans des conduites agressives. Plus de 80% des crimes sont masculins. On attribue cela à une impulsivité attribuée souvent à des facteurs hormonaux, tout d'abord la testostérone. Et d'un autre côté, les femmes qui sont plus dans la position du faible et non pas dans la position du fort, les femmes ont certainement une influence du cycle hormonal dans un certain nombre de pathologies qui accroissent les troubles de l'humeur. J'ai travaillé dans un hôpital aux urgences et lorsqu'on recevait une jeune femme pour une tentative de suicide, la première question à poser c'était « Est-ce que c'est pas juste la veille de ses règles ?» Il y a une influence de la période prémenstruelle, du postpartum, de la transition vers la ménopause, c'est-à-dire des périodes où les hormones varient. Il y a création, semble-t-il, d'une fragilité affective que dans les livres savants on appelle une dysphorie. Ainsi, les troubles anxieux, agoraphobie par exemple, troubles paniques, les états dépressifs, les troubles de l'alimentation, anorexie, boulimie, sont des troubles plus fréquents chez les filles et les comorbidités, c'est-à-dire ce qui accompagne les symptômes, diffèrent, en ce sens que les filles s'écrasent, s'effondrent, tandis que les garçons cherchent de l'appui le plus souvent dans des drogues. Là où il y a un risque suicidaire, les tentatives sont plus fréquentes chez les femmes et plus souvent réussies chez les hommes. Je pensais personnellement que l'anorexie mentale était une maladie typiquement féminine, mais je lis maintenant que peut-être c'est parce que sa forme masculine tend à être classée comme un autisme. Je reviendrai sur la question de l'autisme, c'est là le cœur de mon sujet en fait.
Alors, quelques instants sur les troubles dépressifs. La prévalence est plus forte chez les femmes, mais on vous dit, c'est le DSM, qu'il n'y a pas de différence dans les symptômes, dans la manière dont ça se déroule, dans la réponse au traitement ou dans les conséquences fonctionnelles. Autrement dit, c'est plus fréquent, trouvé plus fréquemment chez les femmes, mais c'est exactement la même maladie avec les mêmes symptômes. Je dis ce qui se passe dans le suicide, les femmes essaient plus souvent, non, elles essaient plus souvent, mais elles prennent des médicaments. Tandis que les hommes ne prennent pas de médicaments, le plus souvent c'est pan, hein, ils ont des moyens plus efficaces. Donc ils se réussissent, mais les hommes, quand ils prennent des médicaments, ils se ratent aussi. Les troubles anxieux, même tableau, les attaques de panique, par exemple, sont plus fréquentes chez les filles que chez les garçons, chez les femmes que chez les hommes. Mais on vous dit ici, c'est le DSM, je cite le DSM, que les symptômes sont les mêmes, hein, même s'il y a 1/3 d'hommes pour 2/3 de femmes. Quand un homme est atteint d'une attaque de panique, il réagit comme réagit la femme. Les troubles de l'alimentation sont intéressants car j'ai découvert que chez les enfants, il existe un trouble anorexique et chez autant de petits garçons que de petites filles. Pas de différence. Sauf si le petit garçon est diagnostiqué autiste, dans ce cas-là, il y a une prédominance des autistes, mais on va voir tout à l'heure que c'est parce que autiste jusqu'ici signifie presque garçon. Chez les mêmes adultes, l'anorexie mentale est beaucoup plus fréquente ou fréquemment trouvée chez les filles, mais on peut se demander aujourd'hui si ce n'est pas plutôt un effet culturel, puisqu'il y a eu des épidémies d'anorexie et qu'on a mis en rapport avec les défilés de mode où les femmes sont toutes maigres et toutes hautes. Pour la boulimie, c'est la même chose, une grosse majorité féminine, mais semble-t-il plutôt peut-être parce que quand un homme mange beaucoup, on ne trouve pas que c'est une maladie, on trouve ça normal. L'usage détourné de drogue ou de médicaments, il y a, dit-on, un risque supplémentaire quand on prescrit un médicament à une femme qu'elle en fasse un usage détourné, mais c'est un effet très faible. Bon, en gros, il y a égalité. Je passe alors à mon troisième groupe, le cas de l'autisme, qui est fort intéressant, car à première vue, ça, c'est une maladie masculine, et les femmes en sont protégées, a-t-on dit. Alors, qu'est-ce que c'est que l'autisme ? C'est le début de mes difficultés, car le mot autisme a changé de sens depuis 10 ans, à peu près. La description classique de l'autisme correspond à ce qui a été découvert au milieu du XXe siècle, et ce diagnostic d'autisme-là est fait 4 fois plus souvent pour un petit garçon que pour une petite fille. 4 fois plus. 4 garçons pour une fille. La prévalence de l'autisme, dans cette perspective, c'est-à-dire dans cette façon de définir l'autisme, la prévalence est de 1%, c'est-à-dire, un être humain sur 100. On est autiste, mais on le reste toute sa vie. L'expérience de la petite sœur, je vais passer dessus parce qu'il faut que je me dépêche. Alors, depuis un certain nombre d'années, 10-15 ans, le nom d'autisme a été remplacé dans les travaux savants par trouble du spectre autistique.
Et dans ces troubles du spectre autistique, on a joint à l'autisme traditionnel d'autres pathologies dont on pense qu'elles s'y rattachent, à savoir le déficit de l'attention, les symptômes d'hyperactivité chez les petits-enfants, etc. Et le retard mental a toujours été lié avec l'autisme. Dans ce sens plus large, on voit que le sexe ratio du trouble autistique tombe à 3 pour 1, 3 garçons pour une fille, ou peut-être 2 garçons pour une fille. Et d'un autre côté, la prévalence de cet autisme au sens large serait de 10%. Vous voyez, et ça c'est Bourgeron, notre confrère, qui nous l'écrit. 10%. C'est effarant. Bon. Alors, ici, je parle d'abord de l'autisme au sens classique et étroit, tel qu'il a été défini en 1943 par Kanner et Asperger, séparément, et qualifié de troubles psychanalytiques ou psychanalytico-analysables par Bettelheim à Chicago. Cet autisme-là, qu'on trouve chez le petit enfant, donc, est défini par 3 traits qui aujourd'hui sont réduits à 2, mais on a gardé tout à fait la même définition: pauvreté du lien social, difficulté de communication, caractère étroit et stéréotypé des intérêts et des activités. Cet autisme traditionnel, les psychiatres ont pendant longtemps considéré que ces causes sont c'est-à-dire psychogénétiques, psy, et non pas cérébrales. Seulement, l'autisme étant diagnostiqué beaucoup plus souvent chez les garçons, on a dit il y a un effet protecteur du sexe féminin, donc peut-être on va penser au chromosome X. Et au cours des années 1975-85, j'ai fait une faute, la recherche génétique a suggéré qu'il y aurait un lien entre l'autisme, le retard mental et le chromosome X d'une façon générale, et plus particulièrement parce qu'on a découvert cette anomalie-là, le syndrome de l'X fragile. Il y a eu, dans les années 80, et j'ai les 2 résultats là-haut, ceux-là, des comparaisons de la fréquence de l'autisme chez les X fragiles et de la fréquence de l'X fragile chez les enfants autistes. Et pendant un temps, on a énoncé la règle que lorsqu'on décèle un autisme chez un petit enfant, il faut tout de suite faire une analyse chromosomique, chercher s'il n'a pas une altération de son chromosome X. Mais, vous voyez, alors ce que j'ai cité ici, ça vient de Jean-Louis Mandel, et ça a été très lu, très cru. Cependant, une grande enquête épidémiologique a conduit, dans les années 90, à atténuer un peu l'impression qu'on avait eue que le chromosome X était à pointer du doigt, car en réalité, cette grande enquête épidémiologique a montré que chez 174 autistes tirés d'une population de 325 000 enfants, une belle grande enquête, la proportion d'X fragiles était faible, moins de 3%. Donc, il y avait peut-être un lien, mais un petit lien, et il devait y avoir d'autres causes. L'interprétation de Mandel, pour continuer à penser à ça,
c'est que jusqu'en 2005 environ, on admettait qu'il y a des traits autistiques chez les X fragiles et des traits X fragiles chez les autistes. Excusez-moi, mais... Il faut que je termine. Bon. Je passe. Depuis une quinzaine d'années, une recherche génétique extrêmement active, car les familles des enfants autistes se sont plongées là-dedans et coopèrent à cette recherche. Une recherche systématique a permis de repérer chez les personnes diagnostiquées comme appartenant au spectre autistique, c'est-à-dire l'autisme au sens large, un très grand nombre de mutations, des mutations différentes, pas pareilles sur un enfant et un autre, et beaucoup de ces mutations sont de novo, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas présentes dans le génome des parents, et elles peuvent être apparues lors de la maturation des spermatozoïdes, on mentionne un effet de l'âge du père, ou après la fécondation, au cours du premier développement de l'embryon. Ces mutations de novo sont de deux sortes, sont de petites délétions mais qui contiennent un gène critique, ou de grandes délétions duplication qui peuvent contenir plusieurs gènes. Et on a identifié sur des études d'un très grand nombre de familles ayant des enfants autistes, diagnostiqués autistes, au moins 70 gènes différents avec des mutations différentes et qui étaient associées à l'autisme. C'est associé, peut-être pas cause, associé. Ces gènes peuvent être groupés selon le rôle des protéines qu'ils codent et on s'est rendu compte que ça tourne autour des synapses, ce que font les gènes en question. Mais, note-t-on, et je l'ai mis en rouge, les mutations chez les petits garçons ou les petites filles sont distribuées au hasard et il n'y a rien qui indique qu'il y ait des mutations filles ou des mutations garçons. Donc, en l'état actuel des connaissances, les troubles du spectre autistique doivent être considérés comme liés à des mutations dans le génome qui ne sont pas différentes chez les filles et chez les garçons. Mais alors, comment expliquer le 4 versus 1 ? On avait dit, les filles s'en arrangent mieux, elles sont protégées. On vous répond, en réalité, c'est un biais diagnostique. Les filles autistes, comme on est moins exigeant avec les petites filles qu'avec les petits garçons, on voit moins l'autisme chez les petites filles. C'est peut-être un peu exagéré, mais... En tout cas, la recherche sur le développement du cerveau n'est pas encore en mesure de répondre à la question. Et en attendant, l'autisme ne peut plus aujourd'hui être tenu pour un privilège masculin. Donc il n'y a pas de différence. Alors, je peux vous raconter d'autres choses, qu'on a fait des modèles animaux de l'autisme, maintenant on a des souris, on a même une mouche autiste, on essaye de faire des traitements de l'autisme, mais ce qu'on doit retenir, c'est qu'on ne sait pas ce qui différencie les filles des garçons en ce qui concerne l'autisme et pourquoi on l'a... Bon, je conclus que, en l'état actuel des connaissances, il n'est pas prouvé que les troubles du spectre autistique diffèrent selon le sexe. Et d'autre part, je note que, pour revenir à mon deuxième groupe, que les troubles psychiatriques liés au cycle hormonal féminin étaient en France gérés conjointement par les spécialistes de psychiatrie et de gynécologie médicale, et cela était une chose très heureuse, qui a été regrettée par un groupe de 1 600 000 femmes qui ont fait une pétition nationale pour demander qu'on rétablisse la spécialité de gynécologie médicale, ce qui est fait maintenant. Donc on espère que cet équilibre va se rétablir. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie. Eh
Bien, merci beaucoup. Il y a certainement des questions, Madame Junien. Oui, je voulais poser une question. On parle toujours des enfants autistes. Quel est leur devenir à l'âge adulte? Et est-ce que là, il y a des différences entre les hommes et les femmes? Non. Non. J'ai un témoignage ici, mais j'en ai pas parlé. Le témoignage de cette jeune femme qui a écrit, et voilà, c'est en bas de la page. C'est une jeune femme qui a une grande sœur autiste. Et elle dit que depuis qu'elle est toute petite, elle avait sa grande sœur au-dessus d'elle qui était autiste. Et elle a vécu l'autisme de sa sœur tout en ne sachant pas très bien ce que c'est. Mais sa maman essayait de lui expliquer. Alors elle dit, ma sœur ne me répondait jamais quand je lui parlais. Elle ne me laissait pas la prendre dans ses bras. Elle semblait même incapable de me regarder. Plusieurs fois, elle m'a battue ou mordue sans que je l'ai provoquée. C'est ça l'autisme, le vrai autisme chez la fille, dont on dit que quand il est chez la fille, alors là, il est carabiné. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. À l'âge de 17 ans, sa grande sœur est devenue tellement agressive qu'on l'a fait enfermer. On l'a confiée à un établissement qui s'occupe de malades. Et je pense que cela est pour les parents d'autistes, c'est toujours un problème de trouver un hébergement pour les garçons ou les filles au-delà de 18 ans, parce que c'est pas prévu par la sécurité sociale. Et je pense que c'est à peu près la même chose pour garçons et filles. C'est-à-dire, jusqu'ici, on ne guérit pas de l'autisme, mais on vous promet maintenant qu'on va le guérir, puisqu'on a pratiqué déjà des traitements avec succès sur une mouche autiste. Monsieur Rosset. Dans ce film. Merci Madame pour cette présentation. Le mot hystérie, alors bien entendu c'est un mot démodé, mais enfin il correspond à toute une histoire. Et comment est-ce que vous expliquez qu'il est quand même très marqué fémininement? Alors, il y avait évidemment un facteur social, il y avait une mise en théâtre, une présentation de malades. J'ai connu quand j'étais jeune les présentations de malades à Paris, c'était quelque chose, mais... Alors, donc il y a un facteur social. Maintenant, est-ce que ça recouvre le fait que les femmes sont plus bruyantes quand elles sont déprimées? C'est pas sûr. Je ne sais pas. Monsieur Bach. Oui, d'une certaine façon, je me demande, en vous écoutant, si je voudrais me référer à un sujet qui n'a rien à voir a priori, si justement la différence de fréquence selon le sexe ne permet pas de démembrer certaines entités. Si je prends l'eczéma du nourrisson, la dermatite atopique, pour les dermatologues, c'est pareil, qu'il y ait ou non des IgE associés, qu'il y ait ou non un terrain atopique. S'il y a des IgE, c'est, pour une présentation clinique identique, c'est 70% de petits garçons. S'il n'y a pas d'IgE, c'est 80% de filles. Et moi, j'en conclus, peut-être de façon un peu simpliste, que ce n'est pas la même maladie. Alors, quand on revient à l'autisme et au spectre autistique, si je vous ai bien compris, on pourrait, la différence de sexe importante pour l'autisme et pratiquement nulle pour le spectre autistique indiquerait que ce sont deux états pathologiques qui ont des points communs, mais qui sont sans doute de relevant d'une pathogénie différente. L'autisme au sens étroit a été noyé dans un ensemble beaucoup plus large. Donc, on ne peut pas dire il y a d'un côté l'autisme, d'autre côté les troubles du spectre. Non, mais c'est quand même frappant parce que l'autisme, tel que dans la définition ancienne, était une entité relativement homogène avec un sexe ratio très clair. Et quand on lui a associé d'autres choses, on perd cette homogénéité. Et ça va à l'inverse de ce qu'on évoquait tout à l'heure de la médecine personnalisée ou du démembrement des maladies, dans la mesure où on met ensemble des choses qui ne mériteraient peut-être pas de l'être autant qu'on le fait. C'est ça que je veux dire.
Mon impression, c'est que actuellement, la réunion dans un très grand groupe de troubles du développement chez l'enfant, du trouble du développement cérébral chez l'enfant, a entraîné une recherche intensive qui a trouvé plein de mutations. Maintenant, ces mutations, on ne sait pas qu'est-ce qui cause quoi. On a trouvé des liens, mais quels liens? Et c'est une étape de la recherche, mais la recherche n'est pas accomplie complètement. Et je ne peux pas en dire plus. Ça a déjà été très difficile pour moi de m'initier à tout ça. Une dernière question, monsieur Jean-Didier Vincent. Oui, merci. Le problème de l'autisme est un problème de polymorphisme, notamment au niveau génétique. Il n'y a pas une infection qui est une soi-disant entité clinique qui est telle. Vous avez cité Bourguignon, mais enfin, il n'arrive pas à y retrouver ses petits. Mais je voulais vous interroger sur le syndrome d'Asperger, qui semble avoir une certaine autonomie clinique, étant donné que ensuite ces Asperger sont tous très très intelligents, sans exception. Ils comptent des poètes comme Nabokov, comme d'autres. Il y a eu des prix Nobel, et ils se racontent très bien, ce qui fait que leur symptomatologie peut être identifiée, ne serait-ce que sur la qualité, avec évidemment ce qui les rend très poétiques, les syncinésies par exemple, remplacer l'espace par des couleurs, etc. C'est formidable. Alors, je n'ai jamais entendu parler d'une femme Asperger. Alors, justement, Thomas Bourgeron, qui étudie les Asperger, Oui. est l'auteur du texte que j'ai cité lorsque je parle de ce grand groupe incluant des autistes. Et c'est à propos de ce grand groupe que lui affirme que finalement, il n'y a pas de différence, il n'y a probablement pas de différence entre les filles et les garçons. Et il était d'accord avec ma conclusion. Pour l'instant, il n'y a pas de raison de penser que l'autisme est une maladie de garçon. Pour l'instant, Thomas Bourgeron m'a dit « je suis d'accord ». Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Bien, écoutez, on va arrêter là la discussion parce que le temps passe. Et à nouveau remercier Madame la